Alors bonjour, mon nom est Christian Kamchwang, je suis entrepreneur, écrivain et conférencier. Alors j'ai fait un très bon master en maths financières, je dirais. En fait, en gros, quand on fait des maths, la plupart du temps, bon, on peut finir chercheur, on peut devenir professeur. Il y a un tas de métiers associés aux mathématiques, mais c'est vrai, en ce qui concerne les métiers les plus rémunérés, c'est vrai que j'ai fait un master associé à la finance, donc de la modélisation financière, et c'est vrai que c'était un des plus réputés au monde, si je puis dire. Je pense que ça l'est encore, quoique les marchés sont devenus moins complexes, mais c'est vrai qu'on arrive avec beaucoup de bagages mathématiques pour réussir à valoriser les produits financiers. Oui, j'ai bossé à la City pendant pas mal d'années, hein, plus d'une dizaine d'années. Donc oui, j'étais quant. Quant, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui s'occupe de modéliser les risques. C'est assez bizarre, mais à travers les mathématiques, on peut, via les probabilités et les statistiques, réussir à capturer l'aléa. J'aime bien dire ça à mes enfants, hein, ils me prennent pour un magicien, mais c'est un peu ça finalement. Les marchés financiers, derrière les marchés financiers, il y a des risques. Pour couvrir ces risques, en fait, on utilise des modeleurs, hein, des spécialistes en mathématiques, qui vont permettre aux traders d'avoir des stratégies de couverture de ces risques. Si je devais donner un exemple assez typique, c'est quand vous avez une paire de chaussures, la paire de chaussures, elle a un prix fixe, mais elle dépend du prix du coton. Le prix du coton, il est variable, et donc ça peut paraître bizarre que finalement le prix de votre chaussure, elle soit toujours fixe tout au long de l'année, mais le prix du coton, il varie. Il y a des banques justement qui proposent par exemple à Nike des produits financiers qui vont lui permettre de se couvrir contre la hausse du prix du coton. Pour que le prix du coton n'impacte pas votre prix final, d'accord? Et qu'au final, l'entreprise ne soit pas perdante. Oui, voilà, parce que sinon, oui, effectivement, parce que vous voyez très bien que si Nike continue avec un prix fixe de sa chaussure, eh bien potentiellement la hausse du prix du coton va augmenter le coût de production de cette chaussure. Et donc finalement, ils vont se retrouver perdants. Après, l'autre solution, ça serait d'avoir un prix aléatoire, mais au niveau marketing, c'est difficile, etc. Donc ils préfèrent aller voir des institutions financières qui vont les protéger contre cette hausse du prix du coton. Donc Nike va acheter une option d'achat du prix du coton à un certain prix pour une certaine, ce qu'on appelle maturité. Et derrière tout ça, il y a des modèles mathématiques, donc il n'y a pas de hasard. Ou sinon, plutôt, on va dire, il y a des spécialistes en maths qui sont capables de capturer le hasard, de le contrôler, de le maîtriser. Donc on va dire que oui, je suis peut-être, je ne sais pas, le Ngannou justement du hasard ou des maths financières. C'est-à-dire que je peux mater le hasard. Ouais. Alors c'est vrai que souvent j'en parle d'une manière générale, mais il faut savoir que toute communauté, l'éducation est essentielle pour toute communauté, pour deux raisons. Le premier, c'est savoir faire des choses, construire pour sa communauté. Mais la deuxième, qui est la plus importante et qu'on oublie, c'est le transfert intergénérationnel. À quoi ça vous sert d'avoir un génie qui ne passe pas son savoir? C'est quelque chose qu'on perd. Et donc la première chose, c'est déjà permettre la reconnaissance de ces génies, qu'ils soient mathématiques ou non. Et deuxième chose, construire toute une éducation et un transfert de connaissances. Ça, c'est essentiel, hein. J'ai écrit un livre, ça s'appelle « Le manifeste de la raison objective » où je mets en avant justement l'éducation. En ce qui concerne les maths plus précisément, les maths, en fait, c'est un langage universel. Aujourd'hui, les maths sont partout. Avec les statistiques et les big data, en fait, il faut savoir que tous vos mouvements, toutes vos interactions peuvent être étudiées. Et donc, avec un peu de connaissances, moi, je suis capable de prédire ce que vous allez faire. Et donc, avec un peu de connaissances, je peux être capable de prédire ce que va être la société de demain. Par exemple, ce qu'on va écouter demain. Par exemple, ce que va être l'État, par exemple, qu'est-ce qui va advenir finalement du taux de femmes célibataires dans 20-30 ans? En fonction de cet état d'hommes et de femmes célibataires dans 20-30 ans, leur façon, leur dynamique, je pourrais construire des business aujourd'hui pour eux demain. Et donc, il y a toute une valeur prédictive finalement associée aux mathématiques. La deuxième chose, c'est que les mathématiques, oui, c'est une langue transversale. Transversale, pourquoi? Parce que, bon, bien sûr, on l'utilise en physique. En ce qui concerne l'histoire et la géographie, il faut bien voir que les mathématiques, contrairement à tous les autres sujets, les mathématiques ne mentent jamais. Donc ça, c'est vraiment très important. Par rapport à toutes les autres matières que vous pouvez avoir, les mathématiques ne mentent jamais. C'est l'interprétation qu'on fait des mathématiques qui peut être trompeuse. Et donc, notre communauté, dans sa construction, doit avoir aussi ce qu'on appelle un raisonnement logique. Et ce raisonnement logique, il y a la logique mathématique, permet finalement d'être efficient. Ça permet d'être efficient et ne pas être dépendant finalement de KPI, hein, KPI donc clé indicateur de risque ou clé indicateur de performance, que d'autres communautés nous ont construit.
Alors, on va prendre un exemple simple, hein. Le mot croissance, la plupart des gens n'ont même pas conscience de ce que veut dire ce mot croissance. Quand on parle de croissance d'une économie, on a l'impression que c'est le facteur le plus important. Ça, en fait, pour moi, j'en ai déjà parlé dans différents ouvrages, mais finalement, ce terme n'a pas de sens. Même économique n'a pas de sens. Et donc, pour être capable de voir que ce terme n'a pas de sens, il faut avoir une certaine logique et un certain détachement. Ce qu'on appelle l'objectivité. Aujourd'hui, c'est très très dur, on vit dans un monde marketing, c'est très très dur d'être objectif. Okay, et donc avec les maths, ça m'a permis finalement d'avoir un certain recul et de pouvoir finalement construire mes KPI. Et donc, moi je ne m'intéresse pas finalement à la croissance d'un pays, ça ne sert à rien. Si vous voulez regarder ce terme, il faut le voir associé au taux d'endettement par individu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? J'ai une dette nationale et je la compare finalement à l'endettement des individus. Alors, l'endettement des individus, il y a un endettement national, il y a un endettement local associé aux régions ou aux départements. Il faut savoir que dans certains pays, les villes aussi sont endettées. Et puis, on arrive à l'endettement personnel des individus. Et là, on sait comment fonctionne l'économie d'un pays. Si on relativise le cas de la France est super endettée. En fait, l'endettement de la France est supérieur à l'endettement de tout le continent africain. Il faut savoir que d'un autre côté, l'Afrique, finalement, grâce à ses ressources, a les moyens de rembourser. La France ne les a pas du tout. Pourtant, quand on regarde le G20, eh bien, le G20, c'est des pays surendettés. Et quand on le compare à l'Afrique, on a ce sentiment de misère qu'on nous fait passer. Ça s'appelle le marketing. Et on est tous, finalement, sensibles à ce marketing. Mais si on prend un peu de recul, ok, le continent, on sait tous, est riche, que ce soit les richesses naturelles, mais aussi les richesses intellectuelles. Mais on ne remarque pas à quel point on est en avant sur l'échiquier mondial. Et donc, les maths qui vont nous permettre de comprendre ça. Oui, d'avoir vraiment une distance. Un truc tout bête, aujourd'hui en Afrique, quand on regarde l'évolution finalement des économies africaines, on est beaucoup dans le tertiaire, on est beaucoup dans les services, mais on n'est pas dans la construction et la transformation. C'est une étape nécessaire, mais pour ça, il faut avoir un peu de recul. C'est-à-dire que on arrive à des générations au niveau africain qui ont tous un téléphone portable dernier cri, mais sans savoir quel est le coût de production finalement d'un téléphone. Okay, si vous demandez à un Africain, moi je me souviens, avant on me disait, mais attends, ça coûte qu'1 € chez toi un téléphone. Je dis, comment ça? Bah, on voit les pubs à la télé. Ah oui, bon, 1 €, mais un abonnement derrière, etc., etc. Mais en gros, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut vraiment qu'on soit capable d'avoir ce recul et d'avoir une certaine pertinence. Et là, je parle vraiment de la communauté. Notre communauté, je suis désolé de le dire, elle manque de pertinence. Elle manque de pertinence. On n'est pas capable de reconnaître nos leaders, on n'est pas capable de reconnaître nos leaders pertinents, parce qu'on n'a pas les indicateurs, finalement, qui nous permettent de reconnaître ces leaders. C'est à nous, finalement, de choisir nos leaders, et pas aux autres communautés de décider qui est un leader de notre communauté. Et l'intelligence serait, finalement, de mettre l'accent et de mettre la lumière sur ces différents leaders pertinents, ces leaders qui construisent, ces leaders qui n'hésitent pas à partager. Et c'est ce que vous faites à travers votre chaîne, c'est finalement mettre en lumière ce qu'on ne voit pas. Et c'est finalement à nous de décider qui doit parler pour nous. C'est à nous de décider quel dialogue on doit avoir officiellement et officieusement. Donc ça, c'est très important. Et les maths apportent ce côté logique et cartésien. De l'autre côté, je néglige pas les autres matières. C'est vrai que je suis un peu, là, vous voyez, je suis un peu biaisé, on pourrait croire. On pourrait croire. Mais je pense que les maths sont vraiment essentielles dans la construction d'un individu dans les pays occidentaux. C'est-à-dire qu'en France, en général, ou même dans tous les pays occidentaux, on a besoin d'ingénieurs. Et la base de l'ingénierie, oui, c'est des connaissances mathématiques. Comme je l'ai dit aussi, en Afrique, on doit commencer à construire des industries, être capable d'innover en fonction de nos réalités locales, et pas se laisser abreuver par des problématiques extérieures. Une petite parenthèse, par exemple, on est en train de mettre la pression pour tout ce qui est RSE, par exemple, responsable, etc. Mais il faut savoir que cette définition, c'est une définition occidentale. Alors que nous, j'allais dire, on est naturellement RSE en fait. C'est des choses qu'on doit vraiment faire attention parce qu'il y a de grosses pressions pour qu'on rentre dans un cycle qui a été perdant pour les Occidentaux et qui risque d'être perdant pour nous aussi. D'accord ? Ouais. Oui, alors la première chose, c'est être capable de reconnaître les difficultés de ses enfants
Et je vais vous dire la vérité en ce qui concerne en fait la France, en ce qui concerne l'éducation et l'éducation des mathématiques, on est en chute libre. Donc en gros, un parent qui n'est pas là à pousser son enfant en ce qui concerne les mathématiques est déjà un parent dans l'échec, un échec implicite dont il n'a même pas forcément conscience. Alors, soyons concrets. Il y a 20 ans, la France était au top en ce qui concerne le classement international de l'enseignement des mathématiques. C'est plus du tout le cas. Elle se fait dépasser par des pays, j'allais dire, même en termes de méthodologie, hein, c'est-à-dire c'est pas juste de la connaissance, c'est en termes de méthodologie de travail. Alors, bien sûr, on a les Japonais, mais on a l'école singapourienne, on a des modèles qui sont pertinents, qui fonctionnent, qui sont reconnus. Mais nous, on est resté non seulement avec cet ego, mais on a allégé les programmes. Alors, juste pour mettre dans un contexte, c'est-à-dire que quelqu'un qui avait avant un bac S spécialisté maths avait un ensemble de bagages et de connaissances qu'aujourd'hui, on ne peut même pas retrouver. C'est-à-dire que si vous prenez aujourd'hui, je pense qu'en France, c'est les options expert maths, vous n'arrivez qu'à peine au niveau de quelqu'un qui a fait un bac S sans spécialité. Donc, en fait, il y a vraiment un allègement des programmes. J'ai travaillé notamment, je donne des cours, donc j'ai travaillé à l'ESCP où justement on essaye de rattraper les 2 ans perdus parce qu'il y avait des jeunes qui ont eu le bac sans avoir fait de maths pendant 2 ans. Donc là, c'était une erreur stratégique dramatique qu'aujourd'hui on essaye de rectifier. Mais typiquement, il y a vraiment de gros problèmes et il faut savoir que les maths, il faut vraiment le voir comme un complémentaire du français. C'est-à-dire que le français va vous permettre de parler dans votre localité, avec les individus, de manière sociétale. Les maths, c'est transverse. Ça va vous permettre de réfléchir, d'avoir une certaine logique. Ça va vous permettre aussi de comprendre les phénomènes extérieurs, c'est-à-dire des phénomènes physiques, etc. Donc c'est quelque chose à ne pas négliger. Et c'est pour ça que justement, je me suis permis d'écrire ce livre. C'est parce que j'ai constaté, finalement, qu'il y avait vraiment une défaillance de l'éducation nationale. Et donc, pour aider les parents et pour aider aussi les enfants, vous avez des enfants qui ont envie d'apprendre. Il ne faut pas les limiter. Et ce livre, il est fait pour ça. Apprendre les maths, j'ai vraiment créé ce livre pour permettre à un enfant en autonomie d'apprendre, d'aller plus loin que le programme. Laisser les génies s'exprimer, en fait. De l'autre côté, il y a des jeunes qui sont assez dégoûtés par les maths. Ça, c'est quelque chose, c'est une cible qui m'intéresse vraiment. J'essaie de comprendre le pourquoi. Et souvent, c'est lié à des sentiments qu'ils ont eus face à un type de pédagogie. Je ne blâme pas les professeurs, ce n'est pas ça le problème. Mais à un moment, il faut être capable de se regarder et essayer de trouver des vecteurs qui sont peut-être plus adéquats pour apprendre les maths. Alors, ce qu'on a essayé de faire, on a mis des images. On a permis aussi d'avoir un apprentissage ludique avec des vidéos. Et on a essayé de mettre des problèmes concrets de la vie de tous les jours. Et c'est vrai qu'on a de beaux retours. Des gens qui recommencent à aimer les maths, des élèves qui jouent avec leurs parents. C'est important. Essayer de mettre les maths, essayer de créer un environnement ludique pour l'apprentissage des mathématiques. Alors ça peut être jouer aux cartes, ça peut être jouer aux échecs, ça peut être jouer aux dames, ça peut être un tas de choses. Jouer aux jeux de société. Les jeunes ont perdu cette notion de jeu de société. À société, on se retrouve à 4, sans portable. On joue avec des dés, ils sont où les écrans, etc. Donc ça, essayez de faire ça, de l'instaurer dans votre quotidien. Et puis, oui, écoutez votre enfant. Laissez-le justement écouter votre enfant. Il y a plusieurs types d'aspects de mathématiques, différentes thématiques finalement. Et votre enfant peut être attiré par plus l'une que l'autre. Et n'hésitez pas à aller plus loin. Oh, mon enfant, il aime bien le calcul mental. Challengez-le quand vous allez faire des courses, etc. Ah, c'est une bonne question. Après, moi, pour moi, en fait, il y a ce que c'est et ce que devrait être le business à l'africaine. Okay. Alors, aujourd'hui, moi, avec une de mes compagnies, Afrisia, justement, j'essaye justement de créer des communautés. Parce que dans ma volonté de changer le monde, j'ai remarqué que finalement, on a beau tourner en rond, à la fin de la journée, ce qui va protéger les individus, ce qui va vous permettre de grandir ensemble, c'est votre communauté. Ce n'est pas le fait d'être riche, ce n'est pas le fait d'avoir 10 millions de followers, ce n'est pas le fait d'avoir, je ne sais pas, des amis puissants. Ce qui va vous aider, c'est votre communauté de valeurs. Et l'idée, à travers Afrisia, c'était ça, c'était de vous permettre de savoir où se trouvent vos valeurs. Et donc, normalement,
on devrait être capable de déjà savoir où on se trouve, savoir où se trouvent les entrepreneurs et bien sûr consommer chez des entrepreneurs qui partagent les mêmes valeurs que vous. Ça, c'est la base. Ça devrait être naturel et ce n'est pas le cas. Et je suis désolé. Il y a un constat qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on le fasse ensemble et j'espère qu'on va grandir de ce constat, c'est qu'on a des problèmes. C'est-à-dire que, là je parle de problèmes communautaires. Il y a plus de 15 ans, quand j'ai quitté la France, il n'y avait aucun Pakistanais, il n'y avait aucun Indien en France. Je reviens en France et je n'ai rien contre eux, mais ils sont intégrés économiquement, pas trop intégrés au niveau social, pas trop intégrés même au niveau politique. Je pense qu'il y a de la politique cachée, mais c'est ça aussi être une communauté. C'est l'officiel et l'officieux. Mais toujours est-il qu'en termes d'entrepreneuriat, ben, ils sont là. Et c'est eux qui vont vendre des produits exotiques, etc. Donc, on n'a pas d'excuses. Maintenant, il faut peut-être aussi repositionner le problème et se dire, mais ok, on a laissé un certain leadership à certains leaders politiques, certains leaders économiques. Il est temps aussi de faire aussi un bilan. Parce que ça, voilà, c'est factuel. Je n'essaie pas de critiquer X ou Y, mais factuellement, on a fait défaut. Donc c'est à nous de rectifier le tir, et j'espère que, à travers vos médias, à travers la communauté, on pourra créer justement une nouvelle conscience naturelle. Donner de la force à vos valeurs, dépenser chez des gens qui partagent les mêmes valeurs que vous. C'est normal, c'est la base, c'est la base.